Ce qui est très drôle avec le wokisme, c'est que là, on est sur la fin d'une... Ce que Michel Maffezoli, je crois, il différencie les époques et les périodes. Là, on est sur la fin d'une époque et d'une période, qui est la modernité. Et la modernité avait notamment comme marqueurs principaux la pensée rationnelle, c'est-à-dire le principe de contradiction, l'examen scientifique, etc. Et aussi paradoxal que ça puisse paraître, eh bien, la modernité s'éteint dans une espèce de caricature d'elle-même, où on confond les mots et les choses, et où on a pensé qu'il fallait mettre une blouse blanche pour être un scientifique, une perruque blonde pour être une femme, et donc on confond les mots et les choses. Et sur la question, parce que c'est vrai qu'on s'est beaucoup battu pour les libertés, je pense que le wokisme, c'est une forme de consolation, si vous voulez. C'est-à-dire que face au recul de l'indépendance d'esprit, face à des libertés naturelles, qui n'étaient pas forcément inscrites dans le droit, mais qui étaient spontanées, menacées, eh ben, il y a une forme de consolation. C'est-à-dire que demain, vous ne pouvez plus éduquer votre enfant comme vous le souhaitez, mais en revanche, il pourra changer de sexe, il pourra faire toutes ces choses-là. C'est une forme de... Je pense qu'il y a vraiment une mécanique de consolation et d'échappatoire, en fait. La société moderne crée beaucoup de tensions, beaucoup de frustration, beaucoup de mal-être psychologique. Là, je travaillais sur un article hier. Rappelez-vous, Émile Durkheim, vous savez, le père de la sociologie, le suicide, où il démontre qu'en fait le suicide est un phénomène profondément moderne. C'est-à-dire qu'on se suicide pas beaucoup avant la révolution industrielle. C'est vraiment un phénomène moderne. Alors il y a plusieurs explications à ça, mais notamment l'atomisation créée par la société moderne, le décalage entre les buts sociaux et les moyens qu'on vous donne pas pour les atteindre, ou justement le fait que ces buts sont sans cesse reculés, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'hubris aussi qui crée l'anomie. Bref, la société industrielle, la société crée ce mal-être, et donc je pense qu'il y a une sorte d'échappatoire qu'on peut trouver dans le wokisme, qu'on peut trouver aussi dans l'usage de plus en plus répandu des produits stupéfiants, par exemple. C'est pas un hasard si, vous savez, le Yuval Noah Harari, là, le fameux penseur, explique qu'il faudra des jeux vidéo et de la drogue, parce que ça permet de faire baisser la tension, tout simplement. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, ce qui est certain, et c'est ça qui était vraiment particulièrement agaçant ces dernières années, c'est qu'on est dans une inversion accusatoire permanente. C'est-à-dire que ceux qui se trouvent dans une attitude religieuse vous accusent d'être délirants et de mépriser la science. Ceux qui créent des discriminations nouvelles voient des discriminations à tous les coins de rue et non plus de boîtes suffisamment petites pour ranger toutes les catégories dans lesquelles on pourrait se mettre et qui donneraient lieu à des droits nouveaux. Et donc il faut remettre un petit peu les choses à l'endroit, je crois. Merci. Juste sur votre question sur la science, sur le wokisme, c'est à la fois l'étude du phénomène et peut-être une perception personnelle, mais je pense que les deux se rejoignent complètement. Il me semble que le wokisme a une logique, une vraie logique. C'est-à-dire que quand vous dites, est-ce que finalement il suffit d'ouvrir un manuel et de constater que c'est des absurdités, je veux dire, sorties de quelques cerveaux malades, je veux dire, en tout cas, pas très compliqué de le constater. Je suis pas en train de vous dire que le wokisme est scientifique, naturellement. Par contre, qu'il le devienne irrationnel. C'est-à-dire que j'ai constaté, durant mes études déjà, évidemment, mais là, on est nombreux à l'avoir fait, on a constaté qu'il y a que, évidemment, un certain marxisme demeure dans certaines facultés, mais moi, j'ai constaté, et en lisant pas mal sur le wokisme, je l'ai constaté souvent, en fait, le wokisme, pour moi, c'est une sorte de marxisme très dégradé, parce que c'est un mélange entre un dogme d'époque et de la crétinerie contemporaine. Non, mais réellement. En fait, être marxiste, c'est dur. Parce que le marxisme implique une grille de lecture idéologique qui implique du travail. C'est-à-dire que accéder à une certaine lecture du monde conçue sur la question des rapports de classe, sur la question de la valeur travail, sur la question de la marchandisation, ça implique du travail. Le wokisme est une sorte de dégénérescence facile, peu scientifique,
on va dire, d'une idéologie qui, quelque part, avait les oripeaux de quelque chose de scientifique. Donc souvent, quand on dit, je ne dis pas que c'est très courant, mais souvent on dit qu'une certaine université est dépassée par ses propres enfants. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu venir le wokiste. Et en fait, si. Parce que l'alliage entre un marxisme qui se perd et à côté de ça, une éducation qui n'existe plus, donc des absurdités qu'il suffirait comment dire, dont on conteste, enfin, il suffit de voir la bêtise en ouvrant un livre, le mélange détonnant entre d'un côté un dogme idéologique qui est en train de mourir et de l'autre côté un abîme en termes d'instruction donne une forme de science devenue folle. Et ça obtient comme ça des départements de sciences aux États-Unis, mais pas que, en France, etc., qui arrivent à vous faire expliquer qu'il faut théoriquement un département de blanchité, un département d'études un peu folles, en tout genre. On ne va pas rentrer, parce que là encore, on aurait nuit, à détricoter ces départements, mais je pense qu'il y a quelque chose comme une science, mais qui vient de cette espèce de métabolisation entre, d'un côté, ce marxisme qui se perd, à mon sens, malheureusement. Je veux dire, il faudrait que la gauche retrouve un certain sens du marxisme. D'ailleurs, la réforme des retraites a bien montré que la gauche elle-même se perd parce qu'elle ne sait pas du tout ce qu'elle combat réellement. Et de l'autre côté, une science qui n'accède plus à une connaissance puisque plus personne ne s'instruit, je veux dire, de plus en plus. À mon avis, c'est ça le mix un peu fou du wokisme, je pense. Et alors, juste pour prolonger ce que tu dis... Pardon. Non, merci beaucoup pour la description, c'est très, très intéressant. Je pense que c'est pour prolonger ce que dit Guilain, à mon avis, ce n'est pas un hasard si le wokisme émerge aux États-Unis, qui est un pays qui n'a pas su gérer justement le conflit de classe, puisque c'est la société sans classe, en tout cas théoriquement. Et donc, en fait, ce combat-là s'est déplacé. Vous voyez, il s'est déplacé sur des sujets sociétaux et non plus sur le terrain purement économique. Même si, à la fin, vous comprenez bien que les intérêts du système économique précèdent la revendication des nouveaux droits. Je ne vous refais pas, il y a des auteurs qui ont très bien écrit là-dessus, mais évidemment, ça permet de segmenter les marchés. Si vous êtes si vous vendez des pansements et que vous avez la possibilité de vendre des pansements de différentes couleurs pour que ces pansements, la couleur des pansements soit adaptée à la carnation de la peau, vous voyez bien que ça développe aussi toujours de nouveaux marchés, ce qui ne permettrait pas de faire une conception plus universaliste du monde du pansement. Nous y allons, ça c'est certain. Est-ce que nous l'atteindrons ? Je ne crois pas, parce que je pense vraiment qu'on est face à un système qui... c'est le champ du cygne, ce qui rend d'ailleurs ce système d'autant plus dangereux. À mon avis, la question n'est pas de savoir si nous défrons ce système, mais quand et à quel prix. Et d'ici à ce que ce monde meure définitivement, ce monde qui ne veut pas mourir, il peut y avoir des transformations irréversibles. Regardez par exemple ce que fait Elon Musk avec ses prothèses Neuralink. Donc, quand on veut déverrouiller quelque chose, on trouve toujours un sujet sur lequel normalement les gens sont d'accord. C'est-à-dire pas un hasard si toute rupture éthique se fait par le biais de la santé ou de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc on dit qu'on va rendre la vie aux aveugles, qu'on va aider les personnes cérébro-lésées, et forcément chacun se réjouira de voir un petit bébé qui est né malvoyant recouvrer la vue, sinon on passe pour des monstres. Mais ça introduit une rupture, et là il y a quelque chose d'irréversible. C'est-à-dire que le jour où vous avez des êtres humains qui sont neuroprothésés, il y a la coexistence sur Terre de deux espèces différentes. C'est pareil sur la question des manipulations génétiques. Et donc à mon avis, le gros enjeu, ce sera sur le service après-vente de la fin de ce monde. Vous voyez ? Parce que admettons que tout ça s'effondre, et ça peut arriver plus vite qu'on ne l'anticipe. Comment on fait ? Comment on va faire avec ces personnes qui présenteront pour le coup une particularité, qui seront un petit peu à côté en fait de l'espèce humaine. Et c'est pour ça qu'à mon avis il y a urgence. Mais est-ce qu'on atteindra le meilleur de monde ? Alors on peut dire qu'on y est déjà, d'une certaine façon, parce que c'est vrai que le sens des mots a été complètement perverti, a été complètement renversé. Il y a une hiérarchie des indignations complètement dingue, c'est-à-dire qu'on est capable, non pas que ce soit illégitime comme sujet de préoccupation,
Je suis arrivé ici en prenant la nationale et pas l'autoroute pour économiser. Donc je sais ce que c'est que d'avoir un budget à tenir, mais on est capable de mettre le pays dans la rue pour 5 euros d'APL, et puis quand il y a des transformations anthropologiques majeures, personne ne pipe mot. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas aussi là-dessus. Moi, je suis toujours plus... je ne sais pas si la réponse est... c'est pas une pirouette, mais... Je suis toujours sceptique des tendances prévues. C'est-à-dire, j'observe, j'ai pas la connaissance de Rémi, certainement sur ces questions technologiques, ce qui m'intéresse évidemment, mais de façon un peu éloignée. Donc j'observe les folies ambiantes, et j'avoue que personnellement, mais c'est pas du tout une solution, et je vais répondre à votre remarque. Personnellement, je rêve davantage d'une maison dans la forêt, loin de mes congénères à terme, et je m'en excuse humblement, parce que j'ai pas 40 ans, et je sais que c'est pas une solution. Mais je suis sceptique pour une raison simple, c'est que, d'une part, je crois, et alors là, je suis absolument pas le premier, ça fait des centaines d'années que la question taraude les historiens, je crois profondément dans la puissance du charisme. Je dis ça parce que nous vivons une époque où le charisme a disparu, mais littéralement disparu. Donc il n'y a plus du tout aucune adhésion, aucune adhérence, disons-nous aujourd'hui plutôt, aucune adhérence entre le citoyen et l'homme politique qui l'incarne au sens très large du terme. Je ne parle pas que d'Emmanuel Macron, je parle d'une assemblée sans intérêt, de ministres interchangeables, de gouvernements dont on a oublié demain qui est ministre de la Justice et qui sera ministre de l'Environnement. Je veux dire, tout ça n'intéresse plus personne en réalité, c'est un casting interchangeable. Ce n'est pas une critique envers spécifiquement ce gouvernement. Ce que je veux dire par là, c'est que d'une part, quel sera le choc le jour où le charisme reviendra ? Ça, c'est un élément, c'est une vraie interrogation. Je ne sais pas. Là, je suis plus circonspect sur le fait que tout se déroule de façon atone, comme on le vit aujourd'hui. Premier élément. Deuxième élément, la vraie question demeure, je pense, et c'est là le défi, à mon sens, où le meilleur démon, pour moi, se loge là, personnellement, c'est est-ce que la question se posera ? Ça, c'est la vraie question est de savoir si ça arrivera. Mais je m'interroge quant à savoir si un jour, on se souviendra, mais je parle de l'Occident, parce qu'en fait, il y a une déliquescence généralisée, la victoire de l'individu qui se déconstruit, on va dire ça comme ça, et en même temps, la défaite par voisinage, par cousinage, par réfraction, la défaite du collectif. Le bien commun a littéralement disparu. Mais la question de savoir si ce balancier va tenir longtemps subsiste, demeure. Pour quelle raison ? C'est que soit la chose se poursuit, et d'ici 10 ans, je vous fiche mon billet que la démocratie aura formellement disparu, officiellement. Il n'y aura plus d'élections. Moi, je pense profondément qu'on ne votera plus. Je pense qu'on fera ça sans nous. Pour l'instant, on le fait déjà, mais on ne le dit pas vraiment. C'est-à-dire, on maintient formellement les oripeaux, etc. Donc, on organise, vous savez, un rituel que vous avez connu mieux que moi, qui s'appelait les élections. Ce rituel-là, il est terminé, je veux dire. Plus personne ne vote, ou quand les gens votent, ils votent ce qu'il faut voter, et en réalité, on fait monter la sauce pour qu'au deuxième tour, il n'y ait plus qu'un seul parti. Si on réfléchit, et j'ai constaté ça avec beaucoup d'intérêt, j'ai entendu un sondeur récemment dire, de toute façon, l'objectif, c'est de concevoir, d'emblée, au premier tour, un parti central qui puisse être certain de gagner au second tour pour que tout le monde se rassemble derrière. Ça signifie, si on est logique, que le premier tour est terminé, donc le second tour est terminé, donc les législatives sont terminées, donc les européennes sont terminées, puisque les européennes, même si vous les perdez largement, il n'y a jamais de sanctions, puisque le président ne part pas, parce que le gaullisme est mort depuis 69, il ne faut pas se mentir en réalité. Donc, ma perspective est peut-être facile, mais le jour où on se rappellera que dans démocratie, il y a démos, que dans la démocratie, il y a le bien commun, et qu'en fait, j'y crois profondément personnellement, j'aime cette phrase de Finkielkraut au début de l'ingratitude. Finkielkraut écrit, on peut penser ce qu'on veut d'Alain Finkielkraut, mais il a cette phrase superbe, moi je veux dire, j'ai eu larmes aux yeux en la lisant, il écrit, après une vie faite quand même, il écrit « Suis-je autre chose que ce que mes parents m'ont légué ?» Le moment où l'Occident se souviendra du legs qu'il tient, est-ce que ça viendra, je ne sais pas, mais est-ce qu'il se souviendra de son legs ? Il y a quelque chose qui peut subsister. Si nous poursuivons une société sans legs,
effectivement, le meilleur des mondes ou le pire des mondes est déjà réalisé. Et dans ce cas-là, effectivement, la maison au fin fond de la forêt, je veux dire, entourée de quelques, je veux dire, d'un chien et de, je sais pas, et de Tu nous inviteras quand même. et de quelques lapins. Oui, je t'inviterai bien. Moi, je vous inviterai naturellement. Voilà. Je me désespère que les hommes d'aujourd'hui ne soient plus des hommes en colère. Non pas qu'il faille être en colère à tout sujet et pour l'esthétique de la colère, mais il semble que, à coup de transferts sociaux, on ait suffisamment acheté le silence, le consentement, la lâcheté des uns et des autres, et que nous n'ayons plus, en tout cas jusqu'à très récemment, de Français en colère. Et je crois que quand on a cette capacité d'orgueil, de dire bon, on ne peut pas me traiter comme ça, moi qui paye des impôts dans ce pays, alors là, il est possible de faire ce que fait Jeanne d'Arc, peut-être en étant nombreux, et pas par la force d'une seule personne, mais d'aller changer les choses. Et ça va vous paraître curieux, mais quand il y a eu vous vous rappelez la Coupe du Monde de football, là, tout le monde pronostiquait de dire que si la France allait gagner, ça y est, Macron était reparti pour 6 mois d'état de grâce, etc. Souvenez-vous que les Gilets jaunes sont les enfants de l'affaire Benalla et que l'affaire Benalla suit à 4 jours près la victoire de la France à la Coupe du Monde de football 2018. Quand un peuple redresse la tête, quand il retrouve sa fierté, quand il retrouve son orgueil, il ne s'en laisse plus compter comme avant. Et c'est la raison pour laquelle la politique de l'humiliation est toujours un préalable à la politique de l'asservissement. Et si on a toléré tout ce qu'on a toléré depuis tant d'années, c'est parce que depuis tant d'années, on nous a expliqué qu'on était coupable de tous les maux, que ce soit vis-à-vis des anciens pays colonisés, que ce soit vis-à-vis de Gaïa qu'on ait détruit matin, midi et soir, à tout sujet. Il y a une culpabilité diffuse, une culpabilité permanente qui brise en fait cette fierté, qui brise cet orgueil, et donc qui nous rend dociles. Je pense à tous les projets politiques. Et donc je crois que la politique, c'est aussi beaucoup une question d'attitude, de psychologie. Et en effet, cet orgueil, il peut être réveillé par une personne qui va leur dire « Mais attendez les gars, vous pouvez pas... Vous valez mieux que ça, quoi. Vous valez mieux que ça. » Et de fait, les Français valent mieux que ça. Ces 3 dernières semaines, là, j'ai fait quasiment 5000 km en France. Je vous assure que dans chaque département, dans chaque sous-préfecture, il y a des trésors cachés. Les Français ont conservé le génie qui leur est propre. Alors, c'est pas un génie dont on parle au journal télévisé, mais il existe et il subsiste. Et c'est sur ce génie-là, ce génie qu'on a trouvé à Don Rémy naguère, que peut s'appuyer justement un changement de trajectoire. Donc en ça, je reste optimiste. Moi, je pense que l'indignation, c'est la victoire du système. C'est-à-dire que il y a 15 ans maintenant, je pense que c'était l'élection de Nicolas Sarkozy, me semble-t-il. Je reviens aussi au débat de la démocratie et de l'élection au sens large, du système électoral. Il y a 15 ans, ou 16 ans maintenant, 2007 me semble-t-il, France 2 avait inventé ce qui était la machine, réellement la machine infernale. C'était une émission, j'ai oublié le titre là, ça me vient à l'esprit, et de temps en temps j'y pense d'ailleurs, heureusement seulement me rasant, comme dirait l'autre. J'ai une émission qui s'appelait 100 questions aux Français, 100 questions des Français, me semble-t-il. Et vous aviez un amphithéâtre avec des Français qui posaient des questions aux candidats. À l'époque, je commençais à enseigner à la fac, je crois, et j'utilisais cet exemple pour les étudiants. Pourquoi ? Parce que personne ne pensait, personne ne formulait sa question en pensant au fait qu'il est une partie d'un tout. Personne. Le pompiste pensait en qualité de pompiste, l'avocat en qualité d'avocat, etc., etc. Je ne sais pas comment il y avait personne dans cette assistance.
il n'y avait personne qui se rappelait qu'il est un avatar du tout, que sa question n'a d'intérêt que si elle concerne tout le monde. Ça veut dire que la victoire du système, c'est que chacun pense en fonction de son indignation ou de sa question proprement égoïste, sans se rendre compte que sa question, qui a le droit d'être égoïste un minimum, doit rencontrer la somme des égoïsmes. Sinon, on s'éloigne de tout. Il n'y a plus de contrat social, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui, comme une ritournelle infernale. Et donc, on a cette société-là. Pourquoi je dis ça? Parce que, je ne sais pas si Rémi, je pense que tu me rejoindras, je pense, hein, je ne veux pas lire dans tes pensées, mais tout de même, je crois profondément à une vertu qui est mal perçue, me semble-t-il, c'est la vertu de la colère. Je pense qu'il faut être en colère. Je pense que la colère est saine. Je pense que la colère peut permettre de pacifier les choses. Si la France, comme on le dit sempiternellement, est une France de la cocotte minute, de la France qui est en train de bouillir dans une marmite avec un nombre de crises qui s'agglutinent, c'est parce qu'elle ne manifeste pas de réelle colère. Les gilets jaunes, et Dieu sait que, je ne vous cache pas que je suis sorti le premier week-end, le tout premier week-end, je suis sorti de chez moi, j'étais ravi de constater, de façon presque mélancolique, ce retour d'une France qui ressemblait à quelque chose de grégaire et de spontané. On l'a beaucoup dit, mais c'est vrai que c'était beau. C'était tout simplement beau. Non pas dans la teneur des revendications, mais dans l'esprit d'être ensemble. En revanche, la colère des Gilets jaunes a été tout de suite captée par 1000 réseaux. Je dis ça parce que je pense que la colère doit valoir pour elle-même, pas comme une revendication égoïste. La colère doit valoir exclusivement comme un canal presque de décompensation. Comment est-ce que la démocratie peut se nouer avec ça? Je fais le lien avec les élections. Je pense que, d'une façon extrêmement dévoyée, bizarre et invraisemblable, Donald Trump a été un moment la canalisation d'une colère qui s'exprimait de 1000 manières, mais qui se sont rejoints sur un personnage. C'est le hasard de l'époque, c'est peut-être l'esprit du temps, c'est l'espèce de mariage absolument invraisemblable entre une coupe de cheveux digne d'un type qui s'est perdu dans le désert, dont le coiffeur a dû décéder dans l'intervalle, et en même temps qui a ce talent réel d'avoir fait fructifier ses affaires, etc. Ça rejoint le charisme. C'est-à-dire que je pense que quelque part, est-ce que cette colère-là va pas à un moment trouver une voie, une sortie? Ça m'étonnerait. Ou alors le système de toute façon mourra à tel point qu'il n'y aura plus rien derrière. Mais je constate quand même, je ne sais plus quelle est cette phrase que j'ai entendue récemment, phrase très juste, Emmanuel Macron représente la 3e mi-temps d'un match qui est déjà perdu. Vrai paradoxe, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, c'est le reste d'un système totalement vidé de sa substance qui s'est trouvé une dernière planche de salut avant la liquidation où tout doit disparaître. Alors ça dure 10 ans, ça peut même durer, il va trouver, Édouard Philippe sera le fauné avec un nouveau masque, etc. Enfin, on trouvera EM numéro 1, EM numéro 2, EM numéro 12, enfin bref, on peut jouer ça. Mais mine de rien, au bout, je pense que par le seul jeu du changement de génération, par le seul jeu d'une démocratie qui va aussi souffrir de la démographie, donc on le sait bien que de toute façon, l'absence de natalité française fait que par la force des choses, les chocs démographiques vont complètement entrer en mutation. Je pense qu'il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y a pas un moment, une rencontre qui va se faire. Alors là, attention, quand je dis rencontre, ça peut être dramatique, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est forcément une belle porte de sortie, mais je pense que cet alliage entre circonstance et charisme, moi j'y crois profondément. Mais il faudra voir si le système effectivement survivra à ce choc-là, qui mettra du temps à advenir, mais à mon avis qui adviendra pour des questions presque logiques d'alliage de démocratie et de démographie, à mon sens. Je suis complètement d'accord avec Guylain. Parmi les raisons qui expliquent l'insuccès relatif des Gilets jaunes, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que les Gilets jaunes ont perdu. Je pense qu'ils ont gagné sur ce que la somme des individus, justement, revendiquait majoritairement. Et d'ailleurs, le mouvement des Gilets jaunes s'arrête parce que Macron supprime l'écotaxe et il donne 12 milliards, ce qui à l'époque était absolument considérable. Et comme chacun, c'est ce que tu disais, était arrivé avec sa colère à lui, sa revendication à lui, il y en a beaucoup qui sont rentrés chez eux. Et les sociologues qui ont étudié ce mouvement ont démontré que c'était plus qu'un groupe, vraiment une somme d'individus, et que ça a été en fait ce qui a empêché
la transformation politique véritable. Et aujourd'hui, là, dans les manifestations actuelles contre la réforme des retraites, etc., je remarque un petit peu la même chose et je crains que cela ne produise les mêmes conséquences. C'est-à-dire qu'on est en colère, on arrive avec ses copains, etc., mais le travail politique derrière ne se fait pas. Et brûler des poubelles, ça peut être intéressant pour montrer que voilà, on n'est pas d'accord, mais on ne renverse pas un pouvoir en brûlant des poubelles. Et pour ça, il faut sortir de l'anomie. Et aujourd'hui, on est encore dans cette phase d'anomie où on est une sorte d'opposition d'archipel, en fait, de micro-archipel, et avec cette incapacité à travailler sur un projet qui dépasse notre revendication immédiate. Et donc ça, c'est la condition pour éviter le pire. Hein. Et on a là-dessus aussi vraiment une responsabilité et une carte à jouer. Ce qui veut dire d'ailleurs que le jour où on est capable de retrouver quelque chose, un liant, et je pense qu'effectivement, j'y avais pas réfléchi, mais sans doute qu'une personnalité avec un charisme peut être susceptible justement de lier ces atomes multiples, les choses vont aller très vite. C'est-à-dire que le jour où on réussit ça, en fait, comme disait le général de Gaulle, l'intendant suivra. Je vous rejoins sur la question du référendum. Il y a toujours quelque chose, par contre, qui m'a étonné dans la chronologie des Gilets jaunes, c'est qu'à l'origine, le RIC, c'est pas une revendication première. C'est ensuite que ça, petit à petit, ça monte. Moi, j'ai écrit sur le RIC et j'étais plutôt favorable à ce que la question se pose, hein. Mais ça m'a frappé comme la question d'une modification institutionnelle est une question de deuxième temps. Et je dis pas qu'elle n'est pas légitime, mais je reviens juste là-dessus, c'est que je pense que le jour où on aura traité la question de la dignité, on pourra traiter tout le reste. Je pense que la question des Gilets jaunes, quand j'entends depuis 3 ans des gens, ou des années maintenant, des gens, éminents soi-disant, venir de plateau en plateau, se poser la question de savoir, au fond, que voulaient les Gilets jaunes ? De la dignité. C'était visible le premier week-end, le premier jour, je veux dire, il suffisait de regarder les gens. Alors sur le RIC, je suis toujours un peu partagé parce que je vais vous faire une réponse un peu simple, mais j'y crois profondément. Et mon bouquin en est, à mon avis, en creux de l'apologie, hein, ni plus ni moins. Nous avons, et je pense que Rémi, à mon avis, ne me rejoindra pas, mais nous avons, à mon sens, une constitution presque parfaite. Il suffit de l'appliquer. C'est-à-dire que j'ai très peur de la... Personnellement, j'ai entendu une fois un auteur que j'ai croisé, un juriste éminent, mais dont je tairai le nom, qui m'a une fois dit « Un bon juriste est nécessairement conservateur ». C'est pas faux, parce qu'un juriste pense avec des règles c'est fixe. On n'aime pas tellement on rêve pas de grand soir, vous voyez, mais... Donc je sais que j'ai une tendance un peu à travailler avec l'existant, vous voyez, avec la règle de droit. Mais ça me frappe toujours de parler de référendum parce que, en fait, aujourd'hui, nous avons tout pour faire des référendums. Le problème, c'est que personne ne le fait. Et personne ne le fait pour une raison simple, c'est que nous avons dévoyé non pas l'architecture de nos institutions, qui est quasiment la même depuis 70 ans, à peu de choses près, hein. Il y a eu quelques réformes, etc. Mais en réalité, c'est la médiocrité du personnel politique qui a petit à petit vérolé un vrai cancer, en fait, qui a corrompu l'esprit des institutions. Donc, je veux dire, la question du RIC, elle tente de pallier au fait même qu'il suffirait d'appliquer le référendum tel qu'il existe. Et surtout, et là où je suis toujours un peu sceptique sur le RIC, mais c'est pas mal d'histoires référendaires au sens large, c'est que je me rappelle, et j'ai envie de le rappeler globalement, parce vu qu'on est très franco-français, c'est normal. D'ailleurs, on devrait... Quand un peu de patriotisme arrive dans l'esprit français, ça ne me gêne pas beaucoup. Mais lorsqu'on parle souvent du référendum de 2005 sur le traité européen, on oublie quelque chose dans l'histoire telle qu'elle est souvent véhiculée dans les journaux. C'est-à-dire, dans les journaux qui ont au moins la dignité de le rappeler. Hein, on est d'accord. Le Monde le fera rarement. Ou alors il dira, c'est pas vraiment ça, c'est plus compliqué. Bref, on n'a pas compris, quoi. On n'a jamais compris, de toute façon. Donc, il est clair qu'en 2005, la France a été volée, puisque les Français ont voté non, et puis par la suite, Lisbonne qui passe par la fenêtre. On connaît l'histoire. Mais le plus frappant, c'est pas ça. Moi, il y a 2 choses qui m'ennuient là-dedans. C'est que d'une part, la vraie question n'est pas dans le traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne, Sarkozy l'a annoncé durant la campagne, il l'a fait passer. À la limite, il est conforme aux promesses de campagne.
Il a accompli sa promesse de campagne, aussi critiquable qu'elle soit, hein. Mais il a été élu, il l'a fait. Le problème, il est que si on était dans un état de droit, le Conseil constitutionnel aurait dû se poser une question qu'elle aurait dû se poser depuis 70 ans, qui est de se demander s'il est légitime de passer par le Congrès pour ratifier la teneur d'un traité qui dit le contraire d'un traité qui a été rejeté par le peuple. Selon une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel depuis 70 ans, normalement, on n'a pas vraiment le droit de le faire. Mais ça n'a même pas été envisagé comme problématique. Donc, première remarque, on aurait un Conseil constitutionnel qui fonctionnerait bien et qui accepterait de façon à peine acrobatique de réfléchir à ce genre de problématique, on n'en serait peut-être pas là. C'est pour ça qu'on me dit souvent, on me l'a souvent dit, je ne suis pas là pour redresser des torts, mais une philosophe à la mode m'a expliqué que j'étais contre l'état de droit. Ah non, au contraire. Je rêve que la France devienne un état de droit, avec un vrai juge constitutionnel, et pas le fait du prince. Ce serait pas mal. Deuxième chose qui me gêne un peu sur le référendum, c'est que, aujourd'hui, quoi qu'il en soit, l'objectif est de faire disparaître le référendum. Donc ça, j'invente rien. L'Union européenne, mais il n'est pas le... Vous savez, je ne sais pas si vous avez lu ce livre, mine d'informations, il faut lire le bouquin écrit par Varoufakis, par le ministre grec, durant la crise grecque de fin des années 2000. Varoufakis révèle la teneur de ses discussions avec Schäuble, avec différents ministres, sur la question démocratique. On pense qu'on veut de Varoufakis. Je ne suis pas là-dessus, loin de moi l'idée de rêver un jour d'être un ministre d'extrême gauche, mais il n'empêche, très intéressant sur le choc démocratique. Varoufakis, il est légitime, il discute avec ses homologues, etc., et révèle que Schäuble lui-même, ministre allemand, lui explique qu'il ne tolérerait pas une seule seconde ce que le grec tolère, si lui-même était grec, parce que tout de même, démocratiquement, ça pose un problème. Ça veut dire qu'il est parfaitement conscient, mais comme tous les autres, que de toute façon, l'objectif, c'est que la démocratie disparaisse. Donc, si le référendum était encore de mise, quelque part, j'ai envie de vous dire, ça se saurait. Donc plutôt qu'un grand soir de référendum, moi je rêverais davantage, en réalité, d'une élection présidentielle qui donne un résultat, on va dire, étonnant, et je ne vise aucun candidat, hein. Je veux dire, c'est même pas le problème. En fait, je vous avoue que je rêverais que n'importe qui l'emporte, sauf le parti prévu. Je veux dire, à la limite, au moins ça ferait un peu de secousse, on rigolerait 5 minutes, bref, on aurait l'ébauche d'une démocratie quelque temps, je veux dire, un état de grâce démocratique, quelque chose comme ça. Mais surtout parce que, et c'est là où, à mon avis, le choc est réel. La vraie question n'est pas la question du référendum. La vraie question, c'est l'application de la leçon, qui est la leçon de la Ve République. Qui est quoi ? Qui est qu'une élection intermédiaire qui est perdue doit conduire au départ du camp majoritaire. Ça s'appelle la Ve République. Donc le problème, c'est qu'avec la réforme des retraites, par exemple, la question qui a été extrêmement vive dans la rue, de dire on est contre, etc., manifester, etc., etc., naturellement. Mais la question qui, moi, me taraude, c'est comment est-ce qu'on n'en vient pas à se rendre compte qu'en réalité, toutes les élections intermédiaires ne servent plus à rien, puisqu'elles n'ont plus vocation à ce qui constituait l'ADN de nos institutions, qui était de pousser le président à partir de lui-même, puisqu'il est désavoué sur la forme même de ce qui, en réalité, s'appelait de façon cachée un référendum. C'était un référendum sur sa personne. Donc j'ai envie de dire, et je sais que très bien, c'est pas la mode, moi je rêverais surtout, plutôt que du référendum, que nous en venions à ce que Max Weber lui-même appelait une démocratie plébiscitaire. Je sais que c'est pas à la mode, ça a l'air de faire du petit Orban dans le texte et à lorgner du côté de la Hongrie et des méchants polonais, mais ni plus ni moins une démocratie plébiscitaire, c'est-à-dire à la fois les structures démocratiques et la fonction charismatique du chef qui est avouée ou désavouée par son élection. C'est ce que Max Weber disait, et en gros ça s'appelle la Ve République, qui est une démocratie plébiscitaire mis en œuvre par le général de Gaulle sur le modèle de Max Weber. Sincèrement, je signerais des deux mains, ça me ferait mon grand soir personnel, c'est-à-dire revenir à 1958. Je sais que c'est pas possible, je sais que c'est un peu de mélancolie de ma part, il n'empêche, comme programme, ce serait pas mal du tout. Déjà. Sur le RIC, un acquiescement et deux bémols. L'acquiescement, dans le contexte que vient de rappeler Guilain d'une démocratie en état de mort cérébrale, évidemment, ce serait un instrument extrêmement puissant, et en ça, on ne peut que l'attendre. La deuxième chose, c'est qu'il a des vertus de responsabilisation. C'est-à-dire que dès lors que les gens sont associés aux orientations des politiques publiques,
ils y réfléchissent aussi à deux fois, et je vous assure que si les Français directement avaient éprouvé par une suite d'essais-erreurs, l'exercice du pouvoir, on n'aurait sans doute pas aujourd'hui 3 000 milliards de dettes. Donc ça a aussi une vertu de ce point de vue-là. Deux bémols. Le premier, c'est que le RIC, si c'est sans contrepartie du vote obligatoire, c'est la tyrannie des gens qui ont le temps. C'est-à-dire que ce sera une minorité en fait très impliquée, très militante, qui votera sur les sujets qui la concernent, avec une possibilité de surmobilisation d'un segment de l'électorat à un moment donné sur une question particulière. Et donc, est-ce que ce sera vraiment la volonté générale de représenter, ou plutôt une sorte de minorité active qui aura été très mobilisée? Donc je pense que s'il y avait un RIC, il devrait nécessairement avoir pour contrepartie le vote obligatoire. Et à titre personnel, moi je suis très favorable au vote obligatoire. Le deuxième bémol, au risque de vous surprendre, je n'oublie pas les raisons pour lesquelles, suite à la Seconde Guerre mondiale, on a inventé le constitutionnalisme. C'est-à-dire cette idée que une loi répond elle-même à une norme supérieure, etc. Au sommet de cette pyramide se situait, parce qu'il y a eu l'Union européenne entre les deux, la Constitution. Parce que la démocratie directe, elle mène aussi à Auschwitz. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'on a fait le constitutionnalisme. Et c'est pour ça qu'on a dit, attention, il faut trouver des moyens de tempérer l'expression populaire directe, ou indirect avec des leaders un peu trop charismatiques, etc., parce que ça peut mener à n'importe quoi. Et donc en ça, le RIC constituant me semble être un bon compromis, c'est-à-dire de se mettre d'accord directement sur des principes forts que des représentants, ensuite démocratiquement élus, auront pour charge de faire appliquer. Et alors aujourd'hui, ça peut paraître complètement saugrenu, parce qu'il y a eu une telle politisation du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, on voit bien que ces gens-là ne se réfèrent absolument pas aux principes sur lesquels se sont mis d'accord les Français en 1958. Mais moi, je garde quand même toujours ça à l'esprit, et je pense que là, si vous voulez, on est passé d'un extrême un petit peu à l'autre, mais je n'oublie pas non plus les raisons qui ont fait qu'on a voulu à un moment encadrer un peu l'expression de la volonté populaire. Je sais que c'est pas très, je me ferai jamais élire en disant des choses comme ça, mais c'est fondamentalement le sens de ma pensée. La démocratie pure et dure, ça mène aussi au goulag et à Auschwitz. J'ai conscience que je suis sans doute le seul à penser ça ici, mais je le pense quand même. C'est-à-dire que vous lisez La psychologie des foules de Gustave Le Bon, et vous comprenez comment on transforme un citoyen, un individu politique, en foule, en fait, et que dès lors qu'il y a ce processus-là qui se fait, la capacité de discernement décroît considérablement, l'esprit critique aussi, vous avez des biais cognitifs, je ne suis pas psychologue, mais on pourrait revenir dessus. Et donc je crois que l'expression de la volonté populaire dans le cadre d'une démocratie, c'est la définition même de la démocratie, mais jusqu'à la contradiction avec certains principes, sur lesquels on se serait mis directement d'accord. Mais par exemple, je vous le dis, je sais que à nouveau c'est un exemple qui ne plaira pas, moi je serais assez opposé à ce que demain on fasse un référendum sur le rétablissement de la peine de mort par exemple. Tout le monde sait très bien quel serait le résultat de ce référendum. Est-ce qu'il serait légitime? Oui, parce qu'il n'y a pas eu dans la Constitution de 1958 de grands principes sur lesquels on se serait mis d'accord, tout ça. À la limite, j'ai envie de vous dire, si dans la Constitution de 58, on dit rien sur la peine de mort ou sur le respect de la vie et le fait que le groupe n'a pas le droit de vie ou de mort sur l'individu, demain, on peut faire, sans problème de légitimité, un référendum sur la peine de mort qui rétablirait la peine de mort. Moi, je crois quand même que dans une démocratie saine et dans l'intérêt de tous, on doit se remettre d'accord sur des grands principes, y compris éthiques, moraux et compagnie, et que l'expression populaire, à un moment, elle se heurte à ces grands principes qui ont été définis par elle-même, en fait. Mais pas dans l'effervescence d'un moment
ou dans une crise politique où là, toutes les émotions jouent à plein et on peut être amené un peu à faire n'importe quoi. Je vous rassure, si déjà on était dans un système avec... en fait, ce que je décris là, c'est le système de la Ve République originelle, hein. C'est-à-dire une constitution, des principes dont découlent des lois qui sont conformes à cette constitution et des représentants démocratiquement élus qui font appliquer ces lois, etc. Je vous assure que déjà, on se sentirait tous beaucoup mieux. Mais n'oubliez pas l'expérience de Milgram. La démocratie directe, c'est aussi ça. La question est parfaitement légitime. La socratie. Oui, non, mais alors, l'état des démocraties occidentales est navrant. C'est une évidence. On pourrait parler de gérontocratie aussi, parce que d'avoir Joe Biden, je veux dire, qui paraît-il se perd dans les jardins de. Enfin, j'ai lu récemment, bon, c'est le dernier avatar des stupidités à la mode, mais paraît-il qu'il se perd désormais à la Maison Blanche dans les jardins, qu'il faut le ramener, etc., parce qu'il ne sait plus où il va. Bon, ça donne une idée du patron à la grande puissance. Pour être plus sérieux là-dessus, sur les démocraties, le problème, peut-être que ma réponse ne va pas vous satisfaire, elle est peut-être trop simple, peut-être. Je reste persuadé que c'est pour ça que là, ça me permet de rebondir sur ce que disait Rémi, je suis que partiellement convaincu. Je pense que la démocratie n'existe que couplée à ce qui lui donne une véritable teneur. La démocratie ne peut pas vivre, pour moi, en tout cas, désormais, depuis un sacré bout de temps déjà, mais ne peut pas vivre sans son adjonction fondamentale qui est la souveraineté. Or, la souveraineté, et je rebondis simplement, après je reviens sur votre question, la souveraineté ne se divise pas. C'est-à-dire que quand on me dit par exemple que la démocratie directe, on peut y voir ce qu'elle a de potentiellement invasif ou de dérive, etc. en l'espèce, malheureusement, j'ai envie de dire, soit on est souverain, soit on ne l'est pas, soit on accepte la décision souveraine, soit on ne l'accepte pas. C'est-à-dire que, personnellement, j'adorerais perdre une élection, moi, qui, je ne parle pas de moi personnellement, mais je veux dire, perdre une élection dont on sent qu'en face, on perd contre quelqu'un qui a la dignité du souverain. Vous voyez, la décision souveraine, je veux dire. Et je ne le dis pas pour des raisons politiques, je le dis parce que je prends juste un argument tout simple et qui me fait toujours bondir. Le Conseil constitutionnel, on l'a appris récemment, je ne le savais pas, le Conseil constitutionnel a réussi, il y a une vingtaine d'années, à parler dans une décision de transfert de souveraineté. De transfert de souveraineté. Or, entre-temps, le secrétaire général du Conseil constitutionnel est venu dans les débats et a dit « on ne peut pas parler de transfert de souveraineté, on parlait de transfert de compétences, parce que la souveraineté ne se transfère pas. » Heureusement, parce qu'un juriste qui parle de transfert de souveraineté, c'est épouvantable. C'est comme un médecin qui se tromperait entre le bras et la tête. Je veux dire, on en est là, quoi. C'est un peu lamentable. Je dis ça parce que, en réalité, ce qui nous ennuie dans le terme de souveraineté, c'est qu'un juriste ne peut que admettre, et doit l'admettre, ou alors il n'est pas sérieux. C'est que la souveraineté, elle est totale ou elle n'est pas. Parce qu'elle est absolue ou elle n'est pas. Soit on se rappelle de Jean Baudin, et on en tire les conséquences qui s'imposent, soit on fait une souveraineté de petits bras. Ça s'appelle le bricolage de la souveraineté européenne, ça s'appelle une démocratie sans élection. Parce qu'en réalité, il n'y a ni souveraineté, ni décision, ni démos, ni rien. On invente la démocratie sans démos. Donc on peut le faire, ça s'appelle l'Union européenne. C'est exactement ce qu'on est en train de faire, et ça s'appelle in fine l'état de droit, mais c'est un vaste débat. Ensuite, sur la question vous dites, l'état des démocraties. Alors, je suis toujours mesuré parce que je ne suis pas du tout un spécialiste, mais alors du tout, des questions chinoises. J'ai fait comme tout le monde, j'ai lu quelques bouquins pour tenter de me documenter. Donc, ma question est parcellaire. Pour l'instant, j'observe. Évidemment, le grand renversement est en acte. Je vois bien que les États-Unis sont soumis désormais aux puissances chinoises et indiennes et qu'on peut s'imaginer que le basculement est en train de s'opérer, quand bien même il n'aurait pas encore eu lieu, ce qui est peut-être le cas. Là où je suis plus sceptique, c'est que pour l'instant, ce qu'on décèle venant d'en face, c'est une puissance folle. Est-ce qu'il y a un génie institutionnel ? Est-ce qu'il y a un modèle presque impérial à apporter ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, pour l'heure, se dégage de cela ? Je ne sais pas. Je prends un exemple très simple, le Covid. Il est clair désormais qu'en fait, durant le Covid, on a appliqué bêtement, et avec la tranquillité douce de l'agneau, on a appliqué bêtement la méthode chinoise. Qu'est-ce qu'ont fait les Chinois ? Vous êtes parqués à la maison, vous restez là, tout le monde va mourir.
Il est clair que 3 ans plus tard, on se rend compte que tout était faux, que le système était stupide, qu'on n'aurait jamais dû fonctionner comme ça, et qu'en fait, depuis le début, le ver était dans le fruit. Je dis ça parce que du coup, le modèle à exporter de soi-disant l'empire de demain était un modèle catastrophique qui était contre-productif. Donc pour l'instant, j'attends de voir quel est le génie qui sortira, vous voyez, de la démocratie autoritaire ou de la démocrature. Je me perds entre toutes les... Parce que entre démocratie libérale, démocrature et les différences et les définitions, d'ailleurs contradictoires qu'on en donne, j'attends simplement de voir si pour l'instant, c'est pas juste, vous voyez, une pure puissance brute et une puissance économique brute. J'attends simplement institutionnellement ce qu'ils ont à proposer de remplacement, je veux dire, à la démocratie qu'on a inventée. Pour l'instant, je reste assez sceptique. Mais je sais qu'il faut Mr. Zar, mais que Xi Jinping est manifestement, son agenda est très loin et que la défaite occidentale est annoncée. Mais je suis sceptique, vous voyez, de ce génie-là. Juste qu'on oublie les trésors d'ingéniosité, de richesse et les génies propres européens de création de ces... Vous savez, nous vivons dans un héritage dont nous avons oublié le génie institutionnel. Ça tient à pas grand-chose, c'est des petites pièces à poser, mais c'est des structures fondamentales. Je parle du régime parlementaire, autant même que de l'état de droit dans sa matrice d'il y a 100 ans. C'est un génie unique en termes de conception, de mise en pratique, etc. Donc, je suis sceptique sur le fait que demain, on invente un contre-modèle qui remplace ce modèle-là. Qu'il y ait des adjonctions, ça, évidemment. Juste sur la souveraineté, je suis en désaccord pour 2 raisons. La souveraineté, bon, je suis souverainiste, hein, pour la sortie de l'Union européenne, etc. La souveraineté ne se divise pas. C'est Rousseau, c'est ça, contrat social. Oui, notamment, oui. En revanche, elle a différentes voies d'exercice. Et elle peut se déléguer. Surtout si ça se fait en délégation par rapport à une norme suprême dont là on a discuté directement tous ensemble. La deuxième chose, on nous a traité pour beaucoup d'entre nous de tous les noms pendant quelques années, là, extrême ceci, extrême cela. Moi, la conclusion que je tire de mes maigres réflexions, c'est plutôt de faire l'apologie d'une forme de modération. Et je pense que les logiques, quelles qu'elles soient, lorsqu'elles sont poussées dans leurs extrémités, se retournent en réalité contre elles-mêmes. Et c'est bien le problème du système technique dont on parlait tout à l'heure. Et donc, là, on est parti tellement loin dans un sens antidémocratique, 80%, tu me corriges si... Mais il me semble que 80% du droit français n'est que la transposition du droit communautaire. Donc, en fait, tout ça est un théâtre. Ça peut monter encore un peu. C'est plus que ça. On est à presque 85-90. Voilà, oui. Vous avez compris, donc la démocratie n'existe pas, tout ça est une fiction. Donc on a été tellement loin dans un sens que je vous assure, déjà revenons aux institutions de la Ve République telles qu'elles ont été pensées dans l'esprit et dans la lettre, et la démocratie, en tout cas dans son essence, me semble-t-il, sera restaurée tout en protégeant l'individu des excès possibles d'une majorité d'un temps. Alors je pense que le modèle suisse, j'allais y venir sur les exemples de démocratie directe qui ont réussi ou qui ont échoué. Il me semble que ça tient aussi beaucoup, mais peut-être que c'est la réponse traditionnelle qu'on fait. Ça tient beaucoup à la particularité tout simplement géographique, un peu comme la démocratie athénienne. C'est-à-dire que la démocratie athénienne, elle comptait un nombre en fait très limité de citoyens qui eux-mêmes, du fait de la taille du corps électoral, avaient non seulement le droit mais le devoir d'occuper des charges aussi publiques, ce qui rendait l'exercice de cette démocratie-là possible. Donc vous voyez par exemple la démocratie directe à l'échelle d'un village ou d'une ville ou d'une fédération comme la Suisse, une fédération cantonale comme la Suisse, me paraît je pense qu'on peut l'exercer, mais dans des pays, par exemple tels que le nôtre, où il y a un territoire très large avec des disparités assez fortes, même si en Suisse il y a aussi des disparités, je pense qu'à la fin, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on croit, en fait, la démocratie directe pure, je ne parle pas de la démocratie, je parle vraiment de la démocratie directe pure, ce ne serait que la fabrique du consentement dont parlait Noam Chomsky. C'est-à-dire que seraient maîtres de cette démocratie ceux qui tiennent le discours public parce qu'ils tiennent les grands médias, parce qu'ils tiennent les plateformes Internet, etc.
Et donc il y aura un côté extrêmement trompeur. En fait, on dirait aux gens, vous votez, vous êtes libre de voter directement, mais le choix aurait été déjà prédéterminé. Voilà. J'ai pas beaucoup réfléchi sur cette question, mais je pense qu'il y a vraiment un sujet d'échelle, en fait. Et ce qui est possible sans doute à l'échelle de la Suisse, n'est pas au niveau des États-Unis. Je pense que sur la question de l'exercice du vote, de la démocratie directe, hein, de l'expression d'un peuple qui a l'habitude, déjà ils ont l'habitude de voter, ça paraît une banalité de le dire, mais il faut le rappeler. Mais surtout, moi je vais pas faire c'est pas une pirouette historique, mais ça m'a toujours frappé. C'est pourquoi est-ce que Rousseau, qui est quand même l'inventeur, il est le conceptualisateur, on va dire, de la souveraineté populaire. Je vais un peu vite, mais tout de même. Il avait 2 modèles en ligne de mire, enfin 3. Il a notamment bossé sur une constitution pour la Corse, et le modèle suisse dont il vient était son cheval de bataille. Ça m'a toujours frappé parce que, comme par hasard, il s'agit d'un pays qui n'est pas, effectivement, malheureusement on le rappelle, mais d'une géographie différente et d'une île. Et en plus, mais ça c'est personnel, je pense que Rousseau lui-même vit comme un insulaire en France. C'est quelqu'un qui s'imaginait être un peu seul envers et contre tout. Il y a quelque chose comme un sentiment d'être à part. Mais je dis ça parce que je pense vraiment que la démocratie directe, ou dans le sens vraiment comme on l'envisage, il y a une culture presque à part pour pouvoir l'appliquer. La France, pour ça, je suis sceptique, je veux dire, je ne nie pas l'appellation peuple, au contraire, mais je pense que le peuple français, comme ça, a des particularismes qui rendent l'exercice compliqué, on va dire ça comme ça, hasardeux. Et alors, juste pour poursuivre, parce que je réfléchis en écoutant Guilain et puis en vous répondant, c'est peut-être aussi une affaire d'échelon. Oui. C'est-à-dire que ce qui est possible au niveau, par exemple, national, avec des décisions qu'on traite aux forces armées, à l'organisation du système scolaire, etc. Ce qui est impossible, ou ce qui le serait... Moi, je suis complètement... C'est l'un de mes motifs principaux de désaccord avec la Révolution française. Moi, je suis complètement anti-jacobin, et je pense que la France se portera mieux le jour où le toupet de Paris aura été calmé. Vous voyez ? Et la France d'Ancien Régime, non pas qu'il s'agisse d'y revenir, c'est pas ça, mais elle organisait ce système de liberté locale. Et avec des peuples justement organiques, on était gascons, on était l'Artois, etc. Et qui, parce qu'on se connaissait, parce qu'il y avait, on était au fait des particularismes locaux, rendait l'exercice d'une démocratie directe, enfin d'une démocratie, c'était pas une démocratie mais en tout cas rendrait l'exercice d'une démocratie directe aujourd'hui davantage possible. Mais par exemple, est-ce que... Ça c'est un problème parce que vous savez que l'Union européenne excite beaucoup le régionalisme à des fins stratégiques. Mais est-ce que par exemple au niveau des régions françaises ou des départements français, on ne pourrait pas avoir des mécanismes de démocratie directe assortis d'un vote obligatoire sur des sujets qui concernent directement le territoire? Moi, j'y serais assez favorable. Donc tu es, faut le dire clairement, je ne savais pas que tu es pro-européen. C'est mon seul... Mais si vous prenez mais je sais bien que c'est le débat démocratique en Europe tient à l'élimination consentie, voulue, etc. De plus en plus. Les derniers instruments créés par l'Union européenne pour la démocratie, c'est comme ça qu'elle le dit, pour la démocratie, il veut en fait dire moins de démocratie, puisque l'objectif c'est en réalité de passer par-dessus les États. Vous savez, excusez-moi, un élément qui est toujours très très drôle, c'est que vous prenez les textes cadres de l'Union européenne sur la démocratie, il y a 2 termes qui n'y sont jamais, mais jamais, jamais, hein. Peuple et souveraineté, jamais. Donc on parle de démocratie, mais on ne parle pas de démocratie, puisqu'on a environ des articles, des quinquièces, des alphas, des bêtas, de ce que vous voulez, en gros, le génie des juristes, mais dans tout ce fatras, vous n'avez jamais peuple, vous n'avez jamais démocratie, enfin vous n'avez rien de tout ça. Par contre, vous avez les régions, l'échelon local, béni de l'Union européenne, pour ne surtout pas appliquer le principe de la démocratie. Mais après, je pense qu'il y a je parlais de juste mesure tout à l'heure, il y a un point qui a été dépassé dans le modèle français, et chaque État-nation possède sa capitale, une concentration des pouvoirs, de leur représentation, évidemment, c'est assez naturel. Mais comme la France, c'est-à-dire cet écrasement du pays par Paris, ça me semble, en tout cas sur le continent européen, être assez unique et assez dommageable. Moi, je pense que c'est vraiment un étouffement, en fait,
du génie français. Je pense que le génie français est étouffé depuis 250 ans par le centralisme, par Paris, et pas simplement d'un point de vue symbolique, mais évidemment parce que ça contient de normes, de codes qu'on impose aux uns et aux autres, d'uniformisation des règles, etc. etc. Mais c'est vrai que je reconnais que, à des fins différentes, il y a une vision de l'Union européenne qui est très régionaliste. Il y a un problème qu'on n'a pas résolu aujourd'hui, c'est qu'on est on est de plus en plus nombreux à savoir ce que nous refusons ou ce que nous rejetons. Il est plus complexe de dessiner une alternative, j'en parlerai après. Il me semble que c'est pas parce que l'alternative n'est pas dessinée aujourd'hui que ça doit nous empêcher d'agir maintenant, et qu'il convient d'abord de sortir le loup de la bergerie, quand bien même on sait qu'il est un élément d'une meute beaucoup plus large, mais enfin, c'est quand même un symbole qui peut en entraîner d'autres. Sortir le loup de la bergerie, ensuite on décidera s'il faut la repeindre en vert, en rouge. Sur les méthodologies, je ne veux pas mettre les gens qui nous accueillent en difficulté, donc je me contenterai de dire que je ne crois plus du tout aux solutions institutionnelles. Voilà. Chacun aura compris, je ne crois pas du tout aux solutions institutionnelles, mais il ne s'agit pas de faire de l'affrontement non plus pour de l'affrontement. Il faut que ce soit organisé. Vous voyez, si demain vous montiez 100 équipes dans les 100 départements de la France métropolitaine et d'outre-mer, à 17h55, ils ont tous un rendez-vous à la préfecture, ils y vont et puis ils disent nous on reste là, sans violence, sans dégradation, on est chez nous, mais on reste là. Vous restez 2 jours, 15 jours après, le gouvernement est tombé. Je vous dis ça comme ça. Donc ça c'est la première chose. Merci. Donc l'alternative n'est pas dessinée. Ça ne doit pas nous empêcher d'agir aujourd'hui. Ensuite, dans quelle direction ? Moi, il me semble, vous connaissez sans doute cette phrase de Victor Hugo, c'est dans Chose vue, sauvons la liberté sauve le reste. Il me semble que le projet alternatif ne peut être qu'un projet de liberté au sens profond du terme. C'est-à-dire un projet qui replace l'homme, y compris avec une dimension un peu spirituelle d'ailleurs, au centre du jeu, et qui lui rend les rênes. Et je ne crois pas, à titre personnel, qu'on n'ait jamais trouvé d'exemple d'une intrusion systématique d'un État central dans la vie des citoyens, où ça se termine par un mieux-être généralisé, sauf peut-être, effectivement, dans l'esprit tourmenté des habitants du meilleur des mondes. Donc pour moi, si j'avais un début d'alternative à esquisser, ce serait nécessairement un projet de liberté, avec pour la France des alliances nouvelles. Aujourd'hui, nous sommes ridiculisés à l'international, alors que la France a toujours eu pour vocation naturelle, quasiment spirituelle, j'ai envie de dire, d'être un trait d'union. Donc on doit absolument tourner notre regard vers les BRICS, par exemple. Et il me semble aussi qu'on a le potentiel pour inventer un modèle d'une société au sens littéral du terme, pas comme on l'entend souvent post-moderne, c'est-à-dire que fait-on d'un monde qui s'est heurté au chaos de la modernité finissante, et comment fait-on pour à la fois concilier la production, la satisfaction des besoins élémentaires et même des besoins les plus élevés, avec la sécurité. Et je crois que d'ailleurs la crise qu'on vit aujourd'hui est beaucoup une crise de l'insécurité, au sens large du terme, d'insécurité culturelle, d'insécurité existentielle, c'est-à-dire de ne pas savoir même, voilà, est-ce qu'on a un enfant, on se dit mais demain il faudra peut-être l'appeler elle, enfin, vous voyez, ça c'est de l'insécurité. Ça c'est une crise d'insécurité. Quand vous regardez, vous savez, la fameuse pyramide de Maslow qui recense les besoins de l'être humain, la sécurité fait partie des premiers besoins de l'être humain. Donc, des nouvelles alliances stratégiques, se concentrer peut-être sur la reconstruction des services publics. On a beaucoup confondu en France les dépenses qui étaient allouées à la protection sociale, c'est 800 milliards par an, avec les dépenses de l'État central, 300 milliards, qui, elles, financent des choses véritablement nécessaires, qui sont souvent en réalité des investissements, parce que ça évite de créer des maladies, etc. Donc, remettons de l'argent dans les services publics, moins d'argent dans la protection sociale. Voilà. Il y aura évidemment un sujet sur la question migratoire.
Oui, moi, c'est ça, mais ça, c'est mon point de vue à moi. C'est quelques lignes directrices, mais je crois que là, dans un premier temps, il convient vraiment de sortir le loup de la bergerie. La participation, ça me semble très important. Je pense qu'il y a eu un rapport qui s'est développé au cours du XXe siècle d'infantilisation, mais consentie. Faut pas se mentir. Les gens reçoivent le lait maternel à tourner au poison, mais les gens étaient contents d'avoir le biberon aussi. Faut pas qui crée l'irresponsabilité généralisée, et notamment d'un point de vue politique, et on le sent lorsqu'il s'agit après de gouverner, et de choisir les gens qui gouvernent. Et la participation, en fait, en associant massivement les gens au résultat tout simplement de leur entreprise, ou de l'écosystème auquel ils contribuent, ça transforme l'homme. Et ça, je crois que la France ne pourra pas se passer d'une vraie réforme massive, je ne parle pas de la loi Pacte, sur la participation. Pardon. Alors, j'ai une réponse simple et qui est, je sais bien, impossible, solution invraisemblable, je le sais bien, et puis une solution institutionnelle un peu sérieuse. Solution simple, abattre littéralement l'existence même du smartphone. Je dis ça parce que je suis persuadé que de toute façon, rien qu'avec... Je pense sincèrement que 1000 ans d'histoire ont été abattus par l'existence du smartphone. Littéralement. C'est la plus grande révolution qu'on a jamais vécue. C'est terminé. Nous sommes arrivés à un point d'incandescence, je veux dire, en termes de capacité de mobilisation qui est hallucinant. Je dis ça parce que pour penser demain, il faut savoir comment est-ce qu'ensemble on pense demain. Et pour ensemble penser demain, alors que l'éclatement est suscité chaque jour, un peu plus chaque minute, chaque seconde, pendant que nous parlons ensemble, par l'agrégatif même de l'égoïsme ultime, c'est terminé. Là-dessus, je veux dire, c'est terrible. Alors quoi faire institutionnellement ? Une fois ça dit, on va quand même sourire un peu, etc. Moi, j'ai tendance à dire toujours une lapalissade, je le sais bien, mais en fait, ça fait quand même 20 ans, de 21 avril 2002, la France a vécu son, je ne sais pas comment dire, sa révolte lycéenne à 2 francs 6 sous, qui était allée dans la rue parce que Jean-Marie Le Pen était égal à Adolf Hitler. C'était un peu la grande révolte française. Je dis ça parce qu'en fait, depuis 21 ans, on a oublié que pour commencer à changer quelque chose, il fallait voter. C'est-à-dire choisir un candidat et se déplacer un dimanche pour tenter le coup de faire autre chose que de reconduire les sortants. Ça paraît fou, mais en fait, je trouve qu'on parle de plus en plus de révolution ou de changement, alors qu'on n'essaie même plus d'utiliser les canaux qui se présentent à nous de façon on ne peut plus simple. Le problème, c'est que pour l'utiliser, il faudra un minimum d'esprit critique. C'est-à-dire déconstruire l'iPhone, etc., etc. Parce que, il faut bien comprendre, je sais que je vais vite en besogne, très vite, mais je pense profondément que lorsqu'on me dit, et c'est juste que le wokisme, c'était notre débat du début, que le wokisme est une déconstruction, je veux dire, de tout ce que nous avons vécu, c'est vrai. Mais cette déconstruction est enregistrée, alimentée, et j'allais dire, son groupe sanguin, c'est l'existence même du smartphone. Parce que normalement, le contre-récit à cette déconstruction ne peut plus exister, puisque tout ce qui est en résistance à l'esprit du temps a déjà perdu. Donc l'enseignement, c'est terminé, être prof, c'est presque impossible, etc. etc. Par la force des choses, il faut être honnête. Donc institutionnellement, résiste pour moi, je sais que c'est une folie de penser ça, et ça paraît d'une intelligence, d'une évidence crasse, mais on a oublié qu'on pouvait aller voter. C'est-à-dire qu'on pouvait se dire que c'est pas important de savoir quelle est la campagne de Trucmuche, que c'est pas important de savoir que l'édito de je ne sais qui dit que ça va être grave dimanche, etc. J'allais dire, que je disais tout à l'heure, n'importe quel résultat, sauf le résultat attendu, est déjà quelque chose. Ça commence, quoi. Mais, vous dites là, c'est des belles idées, qu'est-ce qu'on fait pour gouverner ? Je vous réponds juste, j'ai une chose simple. Alors, encore une fois, c'est peut-être simple, hein, mais ça m'a toujours frappé quand même. 2 choses. Première chose, ce qui me frappe toujours, et je ne suis pas militant. Je veux dire, j'ai mes opinions, je pense qu'on le saisit, mais je ne suis pas militant. C'est pas mon problème, en fait. Premier élément, je m'étonne toujours que personne, dans ce foutu paysage médiatique rempli d'experts en tout genre, que personne n'ait tenté un moment, clairement, de budgétiser des mesures hard. Je parle le Frexit, par exemple. Je n'ai pas dit que j'étais pour, à la limite, on s'en fiche. Qu'un jour, quelqu'un, dans cet océan d'expertise globale, quelqu'un tente de budgétiser la chose clairement en disant quel est le risque, que ça coûte, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait, ça me sidère toujours.
Donc on a un budget pour concrètement savoir quel est que coûte le remplacement des bégonias dans le rond-point à Trüchtelsheim, mais il n'y a personne qui a été capable, à un moment, de budgétiser, vous voyez, une décision folle. Juste pour... Voilà. Deuxième chose, et ça, je ne sais pas, peut-être que je rêve, c'est possible, hein. Admettons 2 secondes que la France ne respecte pas le droit de l'Union européenne. D'accord, vous êtes élu demain, je suis votre ministre de la Justice, et vous me dites, j'ai envie de faire une réforme profonde du système judiciaire. Allez hop, qu'à cela ne tienne, on l'a fait. Ah mais attention, état de droit, injonction européenne, on ne peut rien faire, etc. On l'a fait quand même. Que va-t-il se passer? Évidemment, l'Europe va dire, atteinte à l'état de droit, attention donc. Concrètement, ce qu'ils ont fait avec la Pologne et la Hongrie, donc manquement à la activation de l'article 7 du traité qui permet de sanctionner l'État, ensuite... Je ne vais pas aller sur toute la procédure. Admettons. Donc on arrive au bout de tout ça. Il y a 2 éléments qui, moi, m'interrogent toujours. Première chose, que va faire Bruxelles? Envoyer un huissier à l'Élysée pour demander de payer? On est sérieux? C'est ça le problème? Deuxième élément, c'est, effectivement, je suis d'accord, on va me répondre, et je ne suis pas un spécialiste, je réfléchis comme un juriste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la procédure. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le monde qui nous entoure, juridiquement parlant? Deuxième possibilité, effectivement, la question de chantage aux allocations, aux aides financières européennes, c'est le chantage fait avec la Hongrie et la Pologne. Ok, très bien, le chantage est fait. Si la France, pays fondateur de l'Union européenne, décide de dire « j'en ai rien à cirer, je ne respecte toujours pas », et qu'elle s'allie ne serait-ce qu'avec 1 ou 2 pays, comment voulez-vous une seule seconde que Bruxelles nous l'impose? Elle nous l'imposera avec qui? Avec quoi? L'Angleterre est partie. L'Allemagne, je veux dire, il reste l'Allemagne, je suis d'accord, mais si l'Allemagne est isolée, il faut trouver des partenaires. Et là où je rejoins Rémi, c'est précisément sur cette alliance à multiples bandes qu'il faut totalement revoir à zéro. Avec une alliance comme ça, je me demande comment sérieusement quelqu'un va forcer une mesure d'exécution contre Paris. Parce que je rappelle qu'appliquer quelque décision que ce soit, ça s'appelle une mesure d'exécution. Ça veut dire qu'il faut trouver un huissier qui va aller à Paris pour faire payer l'amende. Pour l'instant, si à un moment il y a quelque chose comme une sorte de conglomérat qui s'active, je ne vois pas comment, techniquement, on va nous faire payer. La Hongrie résiste depuis 3 ans. Alors elle paye là, parce qu'elle est isolée. Et elle est isolée d'autant plus, il faut bien en prendre conscience. Je rentre de Pologne, j'ai été il y a 6 mois pour parler de ça avec des Polonais. Pourquoi? Et ça, on n'en parle pas assez. Parce que vu que les Polonais sont pro-américains et que les Hongrois sont du côté russe partiellement, se joue en réalité une bataille que les Hongrois perdent parce qu'ils n'ont plus le soutien des Polonais qui soutiennent les États-Unis contre la Russie. Donc, l'Union européenne s'est levée dans le conflit ukrainien pour diviser ceux qui étaient en train de commencer à fomenter la rébellion. Avec d'autres aussi, on ne le dit pas assez, mais des Slovaques, il y en a d'autres qui bossent là-dedans. J'ai seulement tendance à croire, donc c'est une réponse facile, je sais, mais j'essaie de rêver un peu et d'enchanter une assistance qui va croire que sinon c'est la sinistrose. Je pense que là-dessus, il y a quelque chose de concret à jouer sur retrouver une force de gouvernement avec des choses tout simples qui est la puissance de dire non. Ça paraît simple, mais juridiquement pour l'instant, ça me paraît pas si fou, si tenté qu'à un moment, vous voyez, on réfléchit à une procédure aux conséquences concrètes et pas juste, il paraît qu'on n'a pas le droit, parce que c'est concrètement ce qu'on nous dit. Ah, et puis même si elle disait non, il y a une différence notable avec la Russie. C'est pour ça que seule la sortie de l'Union européenne et de l'euro peut permettre de pallier à cette situation. C'est que les Russes payaient en roubles, alors que là, il y a quand même un levier de pression très fort qui est la Banque Centrale Européenne, qui est sortie complètement de ses mandats et notamment de la... Pour répondre à votre question, qui répond aussi à votre remarque, comment faire pour gouverner? Bon, la première chose évidente, c'est de retrouver sa souveraineté, comme c'est le cas dans 99% des pays du monde, et donc sortir de l'Union européenne, etc. La deuxième chose, c'est de retrouver des hommes capables. Et voilà. Et là, je pense, ce que disait aussi Guilain tout à l'heure sur le charisme, que le temps joue en notre faveur. On est à la fin d'un cycle, donc c'est la phrase qu'on cite tout le temps, mais on la cite tellement que j'ai oublié son auteur, vous savez, l'âge des devoirs, l'âge des vanités, machin. Donc là, on est dans l'âge des vanités. Tout ça est en train de se clore. Deuxième phrase qu'on cite à tire-larigot, les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps faciles, et les temps faciles créent des hommes faibles. Là, on est dans des temps plus difficiles, et donc il y a des hommes a priori un peu plus forts qui devraient émerger. Et enfin, pour conclure et rebondir sur la question du smartphone, la crise qu'on traverse est aussi une crise de l'information. Ça, j'en suis absolument persuadé. Et pour avoir tenté parfois de discuter avec des gens qui étaient complètement sur d'autres points de vue, maintenant chacun a ses études, chacun a ses sources
qui paraissent tout aussi crédibles les unes que les autres. Et donc il y a un vrai travail sur, mais ça c'est le temps qui le fera. Internet a rendu l'information accessible à tout le monde, et à titre personnel je pense que c'est vraiment une bonne chose. Mais il y a une courbe d'apprentissage sur ce qu'on fait de cette information, comment on la hiérarchise, et donc forcément ça aura aussi un impact sur les choix électoraux qu'on fait. Non pas qu'il y ait, parce que ça c'est la logique technocratique de dire il y a une vérité, enfin oui je crois qu'il y a une vérité, je ne suis pas relativiste, mais je pense que tout est politique en fait, et que quand on nous explique qu'il y a une bonne politique économique, non, ça dépend des objectifs qu'on se donne, ça dépend des priorités politiques qu'on se donne. Il n'y a pas de... Enfin, il faut sortir, parce que la technocratie, c'est l'organisation de l'absence de contradiction. En fait, on vous dit, pourquoi pas, mais ça, c'est l'idéologie. Dans les faits, ça ne se passe pas comme ça. Et ici, on en sait quelque chose à Strasbourg. Donc, il ne s'agit pas de faire ça, mais d'apprendre à trier l'information, à la hiérarchiser, et puis à se donner quelques priorités, donc avec quelques hommes capables, une souveraineté retrouvée. Ça devrait déjà être pas mal. Je pense que toute société est adossée à un absolu. Et qu'avant la Révolution française, cet absolu, c'était le catholicisme. Que c'est devenu, avec la modernité, l'individu, mais mis au service du marché. Et cette nuance est importante. Et vous savez, Albert Camus, qui n'était pas le pire des réactionnaires, expliquait très bien, par exemple, comment nécessairement la Révolution française avait été contemporaine des écrits du marquis de Sade. C'est-à-dire que quand Dieu tombe, quand Dieu est mort, symboliquement, le nihilisme, tout simplement, l'emporte, y compris dans ses manifestations les plus glauques. Ça signifie qu'on devrait retrouver, pour retrouver une culture, un absolu. Alors il y a deux possibilités, soit on se refixe sur l'absolu précédent. Malheureusement, ça me paraît un petit peu compromis pour différentes raisons. La première, c'est que on ne décrète pas la foi, et surtout quand il y a eu un travail de déracinement, d'acculturation de deux siècles et demi. Et puis, alors même si ça peut être vu de façon un peu, équivoque, parce que je ne suis pas sûr que ce soit que un mal de ce point de vue-là, et puis parce que le visage de la population française aujourd'hui n'est plus le même que celui du XVIIIe siècle. On a des gens qui sont arrivés avec d'autres références, d'autres croyances, etc. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est de décréter un nouvel absolu. Alors, comment le faire sans sombrer dans une sorte de nouveau totalitarisme ? Ça... j'aurais bien du mal à répondre à cette question, et c'est un peu le point final sur lequel on bute. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'état actuel des choses, c'est-à-dire d'un absolu qui est celui du marché, de la loi du marché, et de l'individu mis au service de la loi du marché, ne tient plus, quoi. Là, sans faire je rejoins ce qui vient d'être dit très largement. Deux éléments rapides. Vous savez, malheureusement, on n'a jamais le temps qu'il faudrait pour se pencher sur sa propre culture. Je veux dire, j'ai passé malheureusement des années à lire aussi, il faut bien le dire, des mauvais livres, parce qu'on se rend compte tardivement des erreurs de jeunesse et des mauvais conseils qu'on a pu avoir. C'est la vie. Et donc bref, il m'est arrivé il y a 5-6 ans, enfin... Je l'avoue, je témoigne de mon inculture très longue, il y a 5-6 ans seulement, d'avoir enfin ouvert du Péguy. Je n'avais pas lu du Charles Péguy, on ne me l'a pas appris à l'école, je ne savais pas, etc. Je dis ça parce qu'on se rend compte que Péguy, évidemment, je veux dire, dans la chrétienté, se sent partout. Je veux dire, c'est même dans le style, dans l'écriture, j'invente rien. Il y a quelque chose, pour moi, d'après qui meurt. C'est-à-dire que après Péguy et Bernanos, je ne vois pas comment la France peut encore trouver ce génie-là. Je parle de style, de littérature pure. J'adore écrire, etc. C'est pas là, je ne prétends pas grand-chose, mais je veux dire, quand on aime le style et que tout d'un coup on replace Péguy, par exemple, le génie est presque... Il meurtrit l'âme. C'est-à-dire
on se sent tout petit, on se sent médiocre, on se rend compte qu'en 100 ans qui viennent de s'écouler, la tristesse du pays qu'on parcourt, c'est terrible, je trouve, la médiocrité, je veux dire, française actuelle, elle est terrible. Et je dis ça parce que il faudrait d'une part que ces totems-là, ces totems de la littérature française ou de la culture en général, deviennent notre Bible. Je crois profondément que l'histoire de France peut être une sorte de dogme, dans le très bon sens du terme. Vraiment. Je crois que, je pense réellement qu'il y a quelque chose qui joue, même dans un rapport à l'écrit, au sacré, je veux dire au premier degré, à quelque chose de cet âge d'or, d'une certaine manière. Je vais vite en besogne, je sais qu'on ne peut jamais reproduire de façon artificielle ce qui s'est déjà produit, mais je pense que ces trésors-là, si j'ai fait, moi, à plus de 30 ans, la découverte de Péguy, les larmes aux yeux, je l'admets, je pense que tout le monde peut le faire. Il y a juste quelque chose qui doit résonner. Je pense que cette force de résonance, ça doit exister. De façon plus prosaïque, pour vous répondre, deuxième élément, je pense qu'il faut qu'on retrouve l'alliance. Ça va être très compliqué, je sais. Et si j'avais une solution, je serais un génie, et c'est pas le cas. Donc c'est déjà fichu. Mais je veux dire, il faut qu'on retrouve l'alliance fondamentale entre le moine et le templier. Il faut qu'on ait, d'un côté, la Bible, au sens pas littéral du terme. Je parle de la perspective de défendre une colonne, quelque chose de solide, contre la liquidité. C'est ça, pour moi, l'effort de culture. Et cet effort de culture-là, il doit être porté par des Templiers. Notre cheminement à nous, c'est de devenir des Templiers. Des Templiers à notre niveau, je ne prétends pas grand-chose. Mais je pense que si ça est maintenu, c'est la seule perspective pour que le reste suive. Sans cet idéal de culture premier, à mon avis, le reste, de toute façon, est amené à la grande dissolution, qui est déjà en train d'être là, quoi qu'il en soit. Non. Je crois que ça sera le mot de la conclusion. Merci vraiment, merci beaucoup à tous les deux.